Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien campés sur vos jambes pour tenir quelques dizaines de minutes ensemble. Donc, moi, j'ai effectivement fait toute ma carrière dans le digital. J'ai commencé sur le campus d'HEC avec une agence de marketing viral. Donc déjà, en 2000, je m'intéressais à la propagation des contenus sur Internet. J'ai rapidement voulu comprendre pourquoi ça se propageait. Donc j'ai monté une méthodologie d'analyse de l'opinion des communautés, des jeux d'influence, et cela avant l'arrivée des réseaux sociaux. Donc en 2004, quand justement les réseaux sociaux sont arrivés, on a commencé à développer aussi des technologies de crawl du web, et on est un des pionniers et aujourd'hui leader de toute la veille des réseaux sociaux. C'est 25 data analysts chez nous qui travaillent 7 jours sur 7 en 15 langues et qui donc surveillent en temps réel le web pour des acteurs comme SNCF. C'est 5 personnes chez nous par exemple et une personne en salle de crise parce qu'il faut sortir sur les 15 000 retombées par jour qu'il peut y avoir, 100 000 en ce moment en période de grève, les 10 informations clés que la salle de crise doit connaître. Donc j'ai commencé ma carrière sur ce décryptage de ces réseaux d'influence, comprendre l'impact que ça peut avoir sur les publics, qu'est-ce qui fait qu'on va signer une pétition contre le Levothyrox ou qu'on va finalement acheter un produit sous l'influence justement de cette information. Donc j'ai commis un premier ouvrage, L'art de la guerre digitale, en 2016 pour éclairer les dirigeants par rapport à ces nouveaux jeux d'influence et pour qu'ils s'arment de ces nouveaux outils contre lesquels en face finalement il y a des armes un peu non conventionnelles, on va dire, de la part de certains acteurs. Et puis j'en ai sorti un autre en 2018 sur les fake news. Bien évidemment, dans le cadre de la loi fake news, c'était intéressant de pouvoir décrypter toute la chaîne de la désinformation en ligne qui va bien au-delà des réseaux sociaux, qui passe aussi par le SEO, Wikipédia. Et en fait, d'ouvrage en ouvrage et de publication en publication, je montais en moi vraiment le désir d'essayer de sensibiliser les entreprises, mais plus largement les élites, au fait que l'Europe est en train de devenir une colonie numérique des Américains sur toutes les couches du web. La couche physique, bien sûr, des réseaux sous-marins, des terminaux ordinateurs, terminaux mobiles. Je me suis noté quelques données parce que c'est 50% des data centers et 66% des câbles sous-marins qui appartiennent aux Américains. Ça veut dire que l'accès au web, de façon générale, de façon mondiale, est maîtrisé, soit par les Chinois, soit par les Américains. Ça, c'est la couche hardware. Sur la couche logicielle, là aussi, les 4 applications mobiles qu'on utilise le plus appartiennent soit à Meta, soit à Google. Le logiciel, c'est aussi les systèmes d'exploitation, 76% Microsoft, 67% Android sur les téléphones. Donc on peut dire qu'on a perdu quelques batailles. On a perdu cette bataille du hardware, la bataille du logiciel, mais il reste une couche. Il reste la couche cognitive du web. 80% de nos données aujourd'hui partent aux États-Unis dans ces fameux data centers. 11% de nos recherches se font sur Google et bien sûr, arrivée de ChatGPT, ça veut dire que cette couche cognitive, elle est majeure parce que c'est la façon dont justement nos enfants vont être modelés dans leurs opinions, dans leur comportement. Et là-dessus, il y a eu une prise de conscience de l'Europe, on peut dire avec RGPD, vous êtes bien placés pour le savoir, mais la bataille réglementaire, elle est évidemment toujours lente, comme tu le disais. Elle est aussi pas suffisante. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, le business model des plateformes, tant qu'il est basé sur je collecte de la donnée et contre un service gratuit, finalement, je vais monétiser ces données pour faire du ciblage, bien on résoudra jamais complètement le problème. C'est-à-dire que là, on n'a jamais pu démontrer que les réseaux sociaux avaient pu influencer le Brexit, avaient pu influencer que ce soit l'élection d'Obama ou celle de Trump d'ailleurs, ou l'assaut du Capitole. Pourquoi ? À cause de l'opacité de ces algorithmes. Et donc, je me suis toujours évidemment intéressée aux innovations technologiques, mais je m'intéresse encore plus aux révolutions d'usage. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les populations s'emparent d'un outil numérique ? Et à chaque fois, ce que j'observe depuis 20 ans, c'est que c'est à chaque fois qu'on donne le pouvoir aux citoyens pour finalement
faire tomber une autorité du système vertical classique de nos sociétés. Et c'est là que les numérotations du web, web 1, web 2, web 3 sont intéressantes parce qu'elles numérotent justement ces révolutions d'usage. Web 1, c'est l'arrivée des moteurs de recherche. Pour le public, c'est le pouvoir de vérifier ce que disent les marques, ce que disent les entreprises, ce que disent les politiques. On va fact-checker tout ce que disent ces élites. Et c'est une forme de dictature de la transparence. On ne peut plus dire tout et n'importe quoi, tout est vérifiable par cet accès à l'information. Donc c'est une forme de pouvoir, bien sûr, qui a des intermédiaires, les journalistes, mais aussi le discours des marques ou des autorités scientifiques aussi. Web 2, vous le savez, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Réseaux sociaux, ça va donner le pouvoir aux gens de se mobiliser parce qu'ils sont en réseau, donc contre justement ce qu'ils ont pu détecter avec le Web 1. Donc là encore, qu'est-ce qui a fait que ça pénètre en termes d'usage? C'est parce qu'on va pouvoir finalement désintermédier les médecins, les sachants, puisque le discours du pair, PAIR, devient finalement aussi influent que le discours de l'expert. Web 1, c'était la connexion des documents entre eux. Web 2, c'est la connexion des personnes. Et avec ce Web 2, il y a aussi la connexion des données entre elles. Les fameuses big data qui font que on va pouvoir finalement de plus en plus personnaliser une expérience utilisateur, cibler de façon très précise justement un besoin, une attente sur le parcours informationnel de nos publics. En quoi c'est une forme de pouvoir, cette connexion des données? Eh bien parce que c'est la fameuse ère de l'ubérisation. On va pouvoir finalement plébisciter des nouveaux standards de service. Uber face à G7, Netflix face à la VOD à l'époque. Et cette révolution continue. Et c'est là que j'ai vu dans le Web 3, une forme de solution à nos enjeux de colonisation, vassalisation de l'Europe face aux plateformes de façon générale. 2, une potentielle révolution d'usage aussi, un potentiel empowerment de l'utilisateur. Alors pourquoi? Pour la première raison, le Web 3, c'est la blockchain. La blockchain, c'est la décentralisation. Qui dit décentralisation dit les données ne sont plus dans les fameux data centers hyper centralisés. Ce que le Web 3 veut corriger dans le web d'origine, c'est justement de pouvoir redonner à l'utilisateur son pouvoir sur ses données personnelles. Parce que au lieu d'encapsuler les données dans les data centers de TikTok, LinkedIn, Google, on va les mettre finalement sur toutes vos données personnelles vont être stockées sur un wallet qui va être votre nouvelle façon de naviguer sur le web. Et c'est vous qui donnez des consentements potentiellement, vous devez travailler sur ces sujets, aux futures applications décentralisées. Donc le Web 3 veut résoudre cet enjeu d'identité numérique et d'identité auto-souveraine. Il veut aussi résoudre le problème des business models de plateformes. Parce que ces plateformes qui sont des gatekeepers sur les marchés, comme je l'ai dit, on ne connaît pas les algorithmes. Ces algorithmes sont opaques. Dans la blockchain, dans les applications décentralisées, tout est transparent. On a les DAO, les Decentralized Autonomous Organization, qui vont permettre de savoir justement comment organiser la gouvernance d'une application décentralisée. On a les tokenomics, qui est la règle de répartition de la redistribution de la valeur dans une application Web3. C'est-à-dire si on se dit que les créateurs de contenu, les marchands, les annonceurs sont les parties prenantes d'un business model aujourd'hui, eh bien dans le Web3, on annonce la répartition de la création de valeur, 10% pour les créateurs de contenu, 15% pour les marchands. Donc, c'est plus seulement tout le monde travaille pour Google, tout le monde travaille pour Meta, il n'y en a qu'un qui gagne à la fin, c'est la plateforme. Donc, le Web3 m'a paru une solution technologique qui vient résoudre un certain nombre de sujets grands oubliés du numérique depuis 20 ans. Mais alors, pourquoi empowerment? Pourquoi l'utilisateur, lui, y verrait
et s'approprieraient ces nouveaux usages? Eh bien parce que la digitalisation de la valeur à travers ces cryptos actifs qui sont donc émis avec le Web3, eh bien c'est une sorte d'accès à la propriété des mondes numériques pour l'utilisateur. J'allais me dire, qu'est-ce que ça lui fait une belle jambe d'avoir du Bitcoin sur son compte en banque. C'est pas, on n'est pas là en train de parler justement de la finance décentralisée, pas seulement en tout cas, et pas seulement de cet aspect que d'aucuns voient spéculatif. D'autres considèrent que c'est une nouvelle économie qui est en train de se créer avec une alternative au système centralisé bancaire, etc. Moi, je parle des utility tokens que les entreprises vont pouvoir émettre et qui sont une façon de créer des business models qui incluent les communautés. On a parlé dans les années de l'ubérisation, on a parlé d'économie collaborative. On en rigole aujourd'hui. De collaboratif, à la fin, il n'y en avait qu'un, évidemment. Tout le monde bossait pour Airbnb ou tout le monde bossait pour un Uber. C'est-à-dire, c'est une vision très centralisée de la collaboration. Alors que dans le modèle Web3, justement, le fait d'intégrer les communautés dans le business model et de trouver avec la tokenisation un système de rétribution des communautés, c'est-à-dire ce fameux tokenomics, comment ensemble on va créer de la valeur, via l'émission d'utility token, eh bien on a un moyen justement de créer des business models vraiment coopératifs avec cette multitude, avec cette altérité du web qui ne demande qu'à justement contribuer. Et pourquoi ça pourrait changer la donne? Pourquoi ces utilisateurs, avec cet accès à la propriété un peu du business model, eh bien ils peuvent, on peut résoudre une partie des inégalités économiques que le web engendre. Eh bien parce que aujourd'hui, si finalement vous mettez des avis sur TripAdvisor ou Yelp ou La Fourchette, en fait, vous travaillez pour la plateforme, certes, mais finalement, si on vous dit demain, vous faites la même chose, mais vous gagnez des tokens, et ces tokens, vous pouvez les échanger contre des réductions dans les restaurants, eh bien, les communautés vont migrer. De la même façon qu'elles ont migré dans les années 2000, quand Facebook a piqué les communautés de jeunes à MySpace. C'est-à-dire une communauté, justement, c'est la force et la faiblesse de ces plateformes, c'est qu'ils sont dépendants de la multitude. Ils sont dépendants de ce qu'on like et on partage et on publie des contenus sur ces réseaux. Si on migre, eh bien, la valeur capitalistique de leur modèle s'effondre. Donc, c'est une forme d'espoir sur l'idée que ces communautés, eh bien, si elles comprennent qu'elles ont plus d'avantages économiques à aller sur des plateformes qui redistribuent mieux la richesse, eh bien, on a l'espoir que ça marche. Je pense pas à un grand soir où tout d'un coup, il va y avoir une grande migration des communautés. Je crois à une hybridation, évidemment, des modèles. De la même façon que le Web3, certains critiquent le fait qu'il est de toute façon déjà centralisé, la blockchain en partie, OpenSea, les plateformes, etc. Peu importe. La question, c'est que on ait une diversification des business models parce que si on continue comme ça, on mettra toutes les réglementations qu'on veut, le Digital Market Act, Digital Services Act, on ne résoudra jamais complètement notre problème intrinsèque du web. Donc mon bouquin, c'est une note d'espoir, une note aussi, une note aussi pour les dirigeants pour qu'ils essaient un peu de se forger une vision dans ce monde numérique qui leur échappe quand même énormément, où ils alignent les alibis de transfo digital. C'est bon, j'ai mon CDO, j'ai mon DPO, j'ai ma DMP, mais où ils n'ont pas vraiment compris que ce terrain de jeu, c'est à la fois un enjeu pour eux justement de propriété de ces mondes numériques, de développement de leurs actifs, de leurs assets, là où aujourd'hui ils sont largement locataires des GAFAM, par les outils, bien sûr, on l'a vu, logiciels qu'ils utilisent, mais aussi par ces plateformes, justement, sur lesquelles eux, en tant qu'annonceurs, ils alimentent la machine
parce qu'ils payent ces 500 milliards de dollars qui vont aux GAFAM en publicité. Là aussi, si on assèche cette source de financement, on fragilise les plateformes. Donc les annonceurs doivent comprendre que cette dépendance envers les GAFAM, leur empreinte GAFAM, elle est mortifère finalement pour leur propre leadership numérique, mais elle est mortifère aussi pour nos modèles de société, pour défendre nos valeurs européennes de libre arbitre. Et face à la cybersurveillance chinoise qui utilise les données pour une forme de totalitarisme avec le crédit social, ou le capitalisme de l'attention à l'américaine, où nos données, elles servent des business models de ciblage, eh bien, l'Europe veut instaurer une troisième voie. Thierry Breton a eu cette vision-là. On ne peut pas lui enlever ça. En revanche, il a besoin que les acteurs économiques s'en emparent. Sinon, l'Europe seule, avec sa vision Gaïa X, évidemment, elle ne va pas aller très, très loin. Donc, si ce matin, je peux transmettre un peu cette parole-là pour que vous sensibilisiez aussi nos élites, j'en serais ravie. Et puis sinon, j'aurais passé un bon moment avec vous. Sur un escalier, c'est la première fois. Tu vois, c'est un avantage. Et puis, je ne suis pas très grande, donc ça m'arrange bien. J'ai pris 1 mètre aujourd'hui. Tu vois, c'est super. Il y a une question quand même. Tu parles des assets et tu dis il faut que les entreprises s'approprient leurs assets. De quels assets tu parles? Alors, ouais, très bonne question. Effectivement, jusqu'à présent, on leur a dit les data, c'est l'or noir du 21e siècle. Il faut collecter des données sur vos consommateurs. Et la donnée, justement, qui est un asset, c'est la donnée first party. Ça vous parle, first party, second party, third party? Et donc, c'est vrai que ça reste un asset important, dans la mesure où vous avez une base de données, vous avez une capacité à parler à vos consommateurs, à vos clients. Mais le Web3 inaugure une nouvelle forme d'interaction aussi avec les communautés, qui est sur un zéro party data. Dans la mesure où vous avez vos clients qui vont acheter un NFT, télécharger un NFT, recevoir un NFT ou finalement par l'achat de leurs produits avoir un jumeau numérique associé et donc un token qui leur permet d'avoir ce certificat un peu de propriété, eh bien vous avez un canal de communication avec vos communautés. Et donc en ça, ces nouvelles formes d'assets, c'est une façon de désintermédier la recherche sur Google de la marque. Aujourd'hui, vous posez la question sur les ingrédients qu'il peut y avoir dans votre Nutella, vous allez taper sur Google ingrédients Nutella si vous n'avez pas Yuka sur votre téléphone. Si vous voulez dénoncer l'huile de palme, vous allez aller sur Facebook pour parler à Ferrero. Donc aujourd'hui, vous êtes dépendant de ces intermédiaires pour parler aux marques. Avec les NFT, voilà, on court-circuite ces canaux-là pour avoir une interaction directe. Ça, c'est un asset hyper puissant parce que on peut relocaliser l'ensemble de nos interactions. Pas besoin de passer par un data center à l'autre bout du monde pour finalement faire parler entre eux nos écosystèmes numériques et nos publics. C'est pour ça qu'on parle de phygital et que le Web3 est un super levier pour le phygital parce que on a vraiment ce lien entre ce monde des produits et ce monde virtuel. Et le Web3 peut créer des ponts d'interconnexion via ces NFT. Ça répond à ta question? Oui, très bien. Mais juste, ça va nous donner l'idée de comment on protège les assets. Parce que là, on a vu, c'est un vrai chantier. Deuxième question, dans ton ouvrage, et tu nous le montres bien, et quand on le lit, on voit qu'il y a un passage avec le Web3, et puis notamment sur la tokenisation, parce que la question c'est quoi la tokenisation et en quoi en fait une entreprise doit l'intégrer dans sa stratégie digitale. Ce qui était intéressant, c'est de voir que la data, lorsqu'elle devient jeton, à ce moment-là, on rentre dans une monétisation et on peut créer quelque chose, une nouvelle valeur. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui. Donc, finalement, aujourd'hui, une entreprise a un actif numérique qui est sa marque. Elle est parfois même au bilan de certaines entreprises, mais là, avec
le concept de tokenisation, ça veut dire qu'on peut la digitaliser, cette valeur de marque. Il y a peut-être un enjeu pour vous demain à protéger cette valeur de marque. Aujourd'hui, c'est le community manager qui fait ça sur les réseaux sociaux. Mais community manager, ça devient essentiellement un boulot de gestion des formats publicitaires de Facebook, Insta. Donc, il gère pas vraiment de communauté. La vraie tokenisation, c'est se dire, si une marque, on considère qu'elle vaut 250 000 $, eh ben, on peut émettre 10 000 jetons de 25 $. Donc, on fragmente cette valeur de marque en autant de tokens qui peuvent être investis par les clients, comme par exemple le PSG a son fan token. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est intéressant parce que chaque fois que il y a des déboires autour de Mbappé, vous voyez le cours du token qui descend. Ça veut dire que la réputation d'une marque, sa valeur, on peut la suivre comme un cours de bourse demain. Et c'est hyper intéressant pour nos métiers parce que effectivement, ça va créer un nouveau métier de digital asset manager et des enjeux de protection de la même façon que il y a toute une réglementation autour de la protection des cours de bourse. Il va y avoir sans doute cet enjeu-là de protéger la valeur de la marque, mais où elle va être complètement digitalisée. Donc aujourd'hui, les premiers marchés à y être allés sont le sport business, le luxe et les jeux vidéo. Et c'est la même chose il y a 20 ans avec les réseaux sociaux. C'était les mêmes qui étaient précurseurs. Donc, vu d'un dirigeant qui a zéro vista, on va se dire ça reste des marchés à part parce que très communautaires et fait de passionnés. Mais il y a 20 ans, voilà, c'était les mêmes qui étaient précurseurs. Donc, et je me rappelle la question qu'on m'avait posée, mais à l'époque, pourquoi AXA aurait une page Facebook? Qui va liker un assureur? Voilà, qui va demain acheter le token de AXA? Certainement des communautés d'aidants, d'agents, enfin tout l'écosystème en fait des parties prenantes des entreprises. Demain, les interactions vont être tokenisées parce que c'est une solution technologique géniale pour gérer justement comme ça des communautés, des écosystèmes dans des filières où tout le monde n'a pas le même intérêt. La blockchain, c'est l'alignement des intérêts de gens qui a priori sont... Les GAFA, ils voient tout ça arriver, ils ne vont pas laisser faire comme ça. Oui, bien sûr, mais c'est là que ça m'a quand même, je me suis dit, ça vaut le coup d'écrire un livre parce que dans le paradigme de départ du Web3, on est tellement aux antipodes du GAFAM, le fait de décentraliser. Je veux dire, hier, j'ai eu la question, mais des financiers d'ailleurs, c'était assez drôle, de savoir si vraiment on pouvait y croire. Hein. Je dis mais je vous demande pas d'y croire, ça existe. Et ils m'ont dit mais si c'est interdit, mais vous pouvez pas interdire la blockchain, ça appartient à des millions de personnes dans le monde entier. À quelle porte vous allez toquer pour essayer de l'interdire? C'est en dehors des États, c'est en dehors. C'est pour ça que je parle de guerre digitale parce que c'est une nouvelle dimension. Comme j'aime bien ce parallèle en 1909 avec l'aviation est arrivée et un officier italien avait dit c'est pas un nouvel outil pour faire la guerre, c'est une nouvelle dimension de la guerre, un nouveau champ de bataille. Et le web c'est exactement pareil, c'est pas juste un outil. ChatGPT, la blockchain c'est pas juste un outil, c'est un nouveau champ de bataille qui s'ouvre sur lesquels il faut aller prendre des positions. Et ces positions-là, voilà, le fait est que sur les GAFAM aujourd'hui, prendre des positions pour eux, ça n'est que un faux nez. C'est-à-dire, on va afficher son NFT en avatar sur Twitter, ou on va créer le métaverse Facebook, mais qui est centralisé. Tu vois, que c'est pas un métaverse décentralisé. Ça veut dire que ça reste quand même dans les data centers de Zuckerberg, et c'est pas parce que dessus on peut avoir une crypto où on fait ses courses sur le métaverse qu'on a décentralisé. Donc c'est une parodie ou c'est un fake du Web3 et c'est en ça qu'il faut sensibiliser autour de nous. Parce que si on croit que quand on parle de Web3, on parle du métaverse de Meta, on n'a rien compris et si les annonceurs se mettent à financer métaverse, ça finit en Ready Player One, le film de Spielberg, je ne sais pas si vous avez vu,
Mais c'est la dystopie typique de ce web finalement immersif qui continuerait à rester centralisé. Mais quand on a des alertes, comme on vient d'avoir par rapport au problème d'électricité, par exemple, si on se met à 30 ans, 40 ans, etc., en imaginant que ça ne soit pas solutionné, ça va tout déglinguer en termes de... Ça sera pas viable, enfin, ça ne pourra pas vivre, justement, toute cette automatisation. Par rapport à l'énergie... Produire tout ce minage Là-dessus, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent sur le côté énergivore de la blockchain. Bien sûr, aujourd'hui, globalement, c'est la question du numérique, de l'impact du numérique. Et le truc, c'est que la blockchain est une solution dans la mesure où elle gère demain pour gérer les flux énergétiques, la smart city, l'optimisation. On a besoin de la blockchain. On a besoin des smart contracts, ça va être un gros levier d'économie, mais aussi la blockchain est une forme de financement des énergies renouvelables parce qu'elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas de nos besoins énergétiques en tant que particulier, entreprise, etc. Donc elle est justement une forme de financement. Or, comme l'énergie est le premier coût des mineurs, ils se sont situés à des endroits où l'énergie peut être captée de façon gratuite. Donc, c'est une énergie qui serait perdue, tu vois, au niveau hydraulique, au niveau aussi des infrastructures de gaz. En fait, ils vont trouver des moyens de capture de l'énergie qui sont très peu coûteux et qui vont permettre un financement complémentaire. Donc, il y a tout cet aspect-là. Puis, il y a l'aspect aussi du fait que la blockchain travaille sur ces proof of work, et vous l'avez suivi sur Ethereum, qui sont des alternatives beaucoup moins consommatrices. Mais finalement, quand vous regardez globalement le coût énergétique du numérique, le problème, c'est les terminaux et les data centers. On en est encore là. Donc, oui, si on tire le trait, mais c'est comme la loi de Moore, il ne faut pas tirer le trait de façon linéaire par rapport à ce que génère aujourd'hui la blockchain comme énergie. Est-ce qu'on a identifié les dangers ou en tout cas les gardes qu'il faudrait mettre pour l'utilisation de cette nouvelle technologie? Et notamment quand vous parlez des assets et le fait que les entreprises doivent effectivement s'y mettre, est-ce qu'on justement on ne crée pas un nouveau marché avec en accentuant potentiellement l'instabilité qui peut être liée aux assets qui sont tokenisés des entreprises et donc faire couler effectivement leurs valeurs liées notamment au pouvoir qui est donné à la population et qui du coup le temps que qu'on fasse la bascule avec le Web 2 puisse toujours être influencé par des fake news qui sont quand même partout et donc c'est un peu... Complètement, mais j'en parle pas trop, je veux pas trop donner l'idée, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est si demain, un Dieudonné, un Thierry Casasnovas, en fait, lève des fonds avec la crypto. Parce que vous vous rappelez, pendant le Covid, il y a eu ce documentaire Hold Up, là, de désinformation sur la vaccination. Ils ont levé 300 000 € avec les systèmes de type Litchi, les systèmes de crowdfunding. Demain, vous levez des armées numériques avec la crypto. Shiba Army, Shiba, c'est un coin qui est une parodie du Dogecoin, qui est lui-même une parodie du Bitcoin possible, qui a levé plusieurs millions de dollars juste sur l'idée de tiens, on va mettre de l'argent ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Vous mettez un gourou en face de ça qui va flatter toutes les idéologies populistes, complotistes, etc. Vous avez un vrai danger pour nos démocraties, pour la santé publique, c'est-à-dire tous ceux qui aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux mais sont soumis à cette censure des plateformes, sont soumis à la démonétisation. Et finalement, même pour l'Europe, c'était facile d'aller toquer chez Google, chez YouTube pour dire attendez, là, sur la vaccination, vous faites quelque chose, ou sur les élections, vous n'avez pas le droit d'eux. En fait, le fait que ce soit centralisé, c'est plus facile à réguler. Là, oui, c'est aussi un danger, mais on ne peut pas l'arrêter, le Web3. Donc,
c'est pour ça que j'avais écrit, moi, Fake News, Décoder l'info en 2018, c'est pour dire il faut qu'on aille aussi vite que les dogmatiques, parce que sinon, c'est toujours eux qui vont en premier s'emparer de ces outils, parce qu'ils ont compris que c'est une façon de manipuler l'opinion et de faire la guerre informationnelle. Mais le Web 1, c'était pareil. Les premiers à occuper Wikipédia, c'était tous les anti-nucléaires, les anti-OGM, ceux qui ont une cause, une idéologie à défendre, sont toujours les premiers à s'emparer de ces outils. Donc Web 1, l'influence, c'était Wikipédia. Web 2, ça a été les réseaux sociaux. Et donc, à coup de régulation, ça s'assainit, mais en fait, jusqu'à la prochaine, jusqu'au prochain scandale. Et puis, Web 3, là, c'est jusqu'où ça va aller. Vous avez effectivement dans la société les fonds activistes qui essaient de faire tomber les gouvernances de certaines grandes entreprises. Là, vous avez un outil qui est complètement, qui échappe à tout contrôle et qui permet d'instaurer complètement de la désinformation sur les sujets potentiellement d'intérêt général, mais aussi d'intérêt privé. Et d'où aussi justement le problème des influenceurs et des manipulateurs de ces influenceurs, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce sont que des... Oui, qui vont avoir... C'est peut-être des marionnettes politiques demain, quoi. Oui, exactement. Voilà, Dieudonné, quand il s'est fait virer de YouTube, il est allé sur Odyssée. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme libre qui est basée sur la blockchain. Et en fait, la communauté, elle a complètement migré. Il a dit, je me fais virer, retrouvez-moi sur Odyssée. Et j'ai regardé, on était à peu près à 80% de sa communauté d'origine. Ça veut dire que, oui, alors, il faut pas interdire, mais il faut vraiment se poser la question de comment on va faire en sorte que ce soit pas que ces populations-là qui ont vraiment une influence toxique sur nos sociétés qui s'emparent de ces outils. Je voudrais revenir sur dans ton ouvrage là, sur la tokenisation de l'économie et une stratégie digitale. Donc tu dis, et ça à retenir, donc les utilities tokens, ça c'est aussi un point important. Tu dis ils ont un avantage parce qu'à la fois ils sont sécurisés, ils ont de la valeur, ils ont des fonctions, ils ont des droits et ils tournent autour d'expériences. Et tu dis pour ça en fait il y a plusieurs approches qu'on peut avoir et les entreprises doivent inciter. Elles doivent inciter par le statut, par l'aspiration, par les avantages financiers ou par le pouvoir. Et ensuite, et c'est là où je voudrais te demander, tu dis mais vous avez des armes pour pouvoir rentrer dans ce monde. C'est par l'incitation, et tu dis c'est la technique oro, ce que je te disais, c'est-à-dire soit par l'occupation, soit par la recommandation, le relationnel, ou par l'online, offline. Est-ce que tu pourrais nous dire les différentes stratégies qui que peuvent utiliser les entreprises par rapport à cette tokenisation? Oui, en fait, c'est l'idée d'essayer de... Moi, je conseille en stratégie digitale sur les écosystèmes digitaux des entreprises. Donc, le problème, c'est quand ils entendent parler comme ça des NFT, la tentation, c'est de se dire ah bah oui, je vais aller faire un airdrop d'un JPEG de mes sacs à main, ou je vais aller voilà. Et c'est vrai que bon, une fois passé l'effet coût de communication, on voit pas tellement l'utilité pour les publics. Donc moi, j'essaie de leur faire comprendre l'enjeu stratégique qu'il y a derrière ce Web3. Je vois Pascal lever les yeux au ciel, mais c'est la dure réalité de mon quotidien. Donc, comment on se réapproprie cet enjeu stratégique pour son écosystème digital? Et aujourd'hui, il y a quand même une donnée dans les stratégies digitales qui est la plateformisation de l'économie. Ça, on n'y coupe pas. Ça reste une approche centralisée. Mais pourquoi c'est centralisé? Parce que c'est efficace, c'est ce qu'on a trouvé de plus pratique. Je vais pas avoir 50 applications de VTC sur mon téléphone, j'en ai 2 ou 3, pas plus. Donc il y a des plateformes qui captent l'offre et la demande. Donc comment on tokenise cette approche plateforme? Ça c'est les stratégies d'occupation, c'est le premier O qui consiste à dire ok, mais une plateforme elle a besoin de contenu, elle a besoin justement de mettre tout le monde ensemble sur le même espace. Comment je rémunère ce travail que font les créateurs de contenu ou les marchands qui amènent les fiches produits et qui bossent à optimiser la fiche produit pour le référencement de Google. Les tokens sont une bonne solution
pour redistribuer la valeur dans une stratégie de plateforme. Après, on a un autre type de stratégie relationnelle, qui est le fait de se dire, ouais, finalement, moi, je vais plus sur le site de Zara pour voir voilà, les derniers modèles. Ce que je fais, c'est tous les matins, je regarde mon fil Insta, Twitter, et donc je suis en relation avec la marque, mais dans une conversation quotidienne. Là, pour le coup, la plateforme, elle a ses limites. Parce que je suis dans l'impulsion, donc ces stratégies relationnelles, elles se sont aussi imposées. Et bien là, c'est c'est ce sujet du NFT qui est un moyen d'accéder à un espace social, équivalent social. C'est-à-dire, on n'a pas besoin forcément de Facebook, d'Insta. On peut se dire qu'on est en relation avec nos communautés par la détention d'un NFT. Ça peut être via mon produit, encore une fois, ça peut être via... donc, on reconstitue des espaces sociaux à travers les NFT. On a une autre forme de stratégie de recommandation, c'est le deuxième R, qui est le fait que les avis produits. On a un webinaire ensemble sur les avis clients. Pourquoi? Parce que c'est hyper important aujourd'hui. Je ne vais pas choisir un appareil photo ou un voyage sans avoir lu les avis sur l'hôtel en question. Et donc ça, dans les stratégies de recommandation aussi, avec la tokenisation, vous avez le moyen de encourager vos clients à émettre des avis et à les récompenser pour ça et à se dire finalement demain, est-ce qu'on a encore besoin de faire de la pub si avec les DALL-E et autres IA génératives, n'importe qui peut faire un film pub, n'importe qui peut écrire un contenu génial. Et en fait, avec la tokenisation, on récompense ça. Demain, le boulot d'une agence créa et d'un diffuseur d'une régie publicitaire, il est remplacé par l'IA et le Web3. Vous avez vu, on a une véritable guerrière dans cette guerre digitale. Les trois dernières questions, parce qu'on arrive à la fin de cette conférence de l'Escalier. Les trois grandes tendances que tu vois pour 2023-2024, sur lesquelles en fait tu penses qu'il faut vraiment... L'IA a un peu éclipsé cette innovation technologique du Web3, c'est sûr, parce que là, l'IA, ça fait 10 ans, mais pour la première fois, justement, on a trouvé l'usage qui touchait le grand public, donc ce fameux empowerment. Donc là, on est dans une révolution du consommateur assisté par l'IA. On avait dit Web 1, c'est le consommateur informé. Web 2, c'est le consommateur mobilisé. Et là, avec l'IA, qui est la suite du Web 2, je vous ai dit, c'est la connexion des données entre elles. On a le consommateur assisté. Donc ça va être pour les entreprises, enfin de façon générale, on est tous très perturbés par ce que l'IA nous amène comme capacité d'assister tous nos métiers, d'augmenter finalement n'importe quel travail intellectuel. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Sur le Web3, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu que c'est un petit peu moins dans la hype et sous les feux des projecteurs médiatiques. C'est justement maintenant que les entreprises vont pouvoir constituer les usages. Et moi, ce que je vois, c'est que ça s'arrête pas du tout. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais que là, on construit justement ces actions de tokenisation, les jumeaux numériques avancent. Donc, les approches plus industrielles sont en train de se mettre en place. Et puis le sujet de l'IoT reste c'est un troisième sujet sur lequel les entreprises doivent continuer à travailler parce que voilà, le métaverse, pour moi, c'est la convergence de ces trois tendances-là, tu vois. Et donc, tant que ces trois-là sont pas un peu plus matures, le métaverse, j'y crois pas encore fort. Vous voyez que vous êtes dans l'avenir ici, parce qu'on fait tout ça. Bravo à tous. Merci à vous. Merci.